Bonjour à tous. Dans l'épisode 3 de la série Parlons Vert, dédiée à l'économie circulaire, nous avons eu l'honneur d'interviewer Monsieur Brice Lalonde, ancien ministre de l'Environnement entre 1988 et 1992 dans le gouvernement de Michel Rocard et sous la présidence de François Mitterrand. C'est notamment sous son impulsion qu'a été lancé en 1992 le premier éco-organisme pour les emballages ménagers, appelé à l'époque Éco-emballage et devenu depuis Citeo. Depuis son mandat de ministre, il a occupé de nombreuses fonctions, notamment sous-secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies et coordonnateur de la conférence Rio+20. Il a aussi été ambassadeur climat français entre 2008 et 2010 et il est actuellement président de l'association Équilibre des énergies. Nous avions donc à cœur de partager avec vous, en supplément bonus, l'intégralité de l'interview réalisée avec Monsieur Brice Lalonde, où vous allez voir, il livre un regard précis, pertinent et bienveillant sur les premières politiques mises en œuvre pour soutenir l'économie circulaire, même si ça ne s'appelait pas comme ça à l'époque, ainsi qu'une perspective historique sur le développement de la filière du recyclage du verre et le rôle de cette filière dans le développement de la prise de conscience plus générale sur l'importance de l'économie circulaire pour la France. Bon visionnage. Brice Lalonde, bonjour, merci de nous faire l'honneur de participer à cette série Parlons Vert. Alors, vous avez été ministre de l'Environnement et dans ce mandat, vous avez lancé le premier éco-organisme en France. J'aurais souhaité savoir quel est pour vous le sens profond de la responsabilité élargie des producteurs et est-ce que, au cours des années, le sens de ce concept a changé pour vous? Alors quand je suis arrivé, alors d'abord bonjour, merci de votre invitation. Vous me rappelez de très anciens souvenirs maintenant. Hein. À la fin des années 80, lorsque je suis arrivé au gouvernement, la situation des déchets en général était absolument catastrophique. Et il y avait ce qu'on appelait le tourisme des déchets, les déchets les plus banals des grandes villes, de très grandes villes allemandes ou suisses envoyaient leurs déchets en France. Et tout ça, ça remplissait des carrières. Vous aviez des déchets qui arrivaient en Afrique. Vous aviez des déchets qui, tout le long de la côte américaine, faisaient du tourisme pour essayer de trouver un endroit pour être lâchés, largués, quoi. Et donc, ça a été une question extrêmement importante. Comment est-ce qu'on peut mettre de l'ordre là-dedans? Et à ce moment-là, en effet, l'OCDE, vous savez, ce grand think tank, finalement, c'est un grand think tank, l'OCDE, avait inventé en effet le principe de la responsabilité élargie du producteur, c'est-à-dire que l'idée selon laquelle, au fond, un producteur est responsable de son produit après usage, pas simplement pendant l'usage, mais également après usage. Ça veut dire qu'il doit penser à son devenir après. Qu'est-ce que ça devient après? Est-ce que c'est simplement largué dans l'environnement ou est-ce qu'au contraire, il faut que ce soit traité d'une façon à ne pas nuire à l'environnement? Donc voilà. Donc cette question a été évidemment très importante. Il a fallu d'abord négocier au plan international. Vous savez, c'est pas si simple, quoi. Il faut commencer. Donc, on a commencé par ce qu'on appelle la Convention de Bâle, qui interdisait d'exporter les déchets, sauf si c'était des déchets très spéciaux, etc. Bon, et donc, une fois que tout ça, ça a été fait, au niveau de l'Union européenne, il y a eu une discussion et il y a eu un événement important. C'est le Danemark avec ses bouteilles de bière qui voulait je ne sais pas, interdire les canettes, ou je me souviens plus ce que c'était, mais tout d'un coup, ça a été un coup de tonnerre dans l'Union européenne et on a tous décidé, l'Allemagne, la France, d'organiser un système pour récupérer ou traiter les déchets, les produits après usage. Et on a commencé par les emballages. Pourquoi est-ce qu'on a commencé par les emballages? Tout simplement parce qu'à l'époque, l'Union européenne, c'était surtout un marché. C'était le marché commun, comme on dit. Et donc, si à l'époque, c'était 15 pays, si les 15 pays ont des règles différentes pour les emballages, il n'y a plus de marché. Voilà. Donc, on a commencé par les emballages et évidemment, le bon élève à l'époque, c'était le verre déjà.
Parfait. Alors aujourd'hui, on a un emballement médiatique, politique autour des questions d'économie circulaire. En tout cas, c'est devenu économie circulaire. J'aurais aimé avoir aussi votre regard là-dessus. Est-ce que pour vous, c'est la suite logique de toutes les actions qui ont été menées depuis 30 ans, ou est-ce que vous diriez plutôt que cette prise de conscience médiatique et politique est venue 30 ans trop tard? Tout est venu trop tard pour l'environnement, hein, de toute manière. Hein. Quand vous regardez l'état de la planète, quand vous regardez le changement climatique, quand vous voyez l'état du monde, des animaux, des plantes, etc. On est en retard. Mais enfin bon, on va pouvoir rattraper ce retard. Et je suis quand même passionné de voir tout ce qui se passe, toutes les initiatives. La grande difficulté, c'est de les mettre à l'échelle mondiale. Mais en revanche, à l'échelle locale, il y a plein de choses formidables. Alors l'économie circulaire, on ne parlait pas de ça à l'époque, on parlait du recyclage, c'était surtout ça l'idée, et on parlait d'une hiérarchie. Il y a quelque chose de mieux que le recyclage, on se sert une seconde fois de la même chose, etc. Bon, la hiérarchie, moi personnellement, j'étais pas spécialement favorable. En revanche, je trouve absolument excellente cette espèce de d'unification sous le terme d'économie circulaire. C'est bien ce qu'il faut faire. Nous savions à l'époque que il y aurait un jour un problème de ressources et que finalement, contrairement à ce qu'on dit, la nature a plus de mal avec nos déchets qu'avec nos ressources. Les ressources, il y en a toujours pas mal finalement. Et il suffit de creuser un peu plus, donc c'est la question de l'énergie qui est la question principale. En revanche, la nature a beaucoup de mal avec nos déchets. On le voit avec le plastique dans les océans, on le voit avec le gaz carbonique qui est un déchet de la combustion du pétrole, on le voit dans l'atmosphère, et la nature n'arrive pas à s'en débarrasser. Et donc c'est très important, en effet, cet horizon nouveau. Or, vous savez, il y a beaucoup d'horizons. Il y avait le développement durable, etc. Mais l'économie circulaire, ça me paraît un horizon admirable. Il faut essayer de tendre de plus en plus vers l'économie circulaire, c'est-à-dire que on arrête de creuser dans l'écorce terrestre pour trouver toujours de plus en plus de matériaux. Et je donne cet exemple souvent, c'est celui du téléphone portable. Il y a tellement de choses dans le téléphone portable qu'on devrait pouvoir récupérer des métaux précieux, etc. Et pas du tout. Les anciens téléphones portables, on les met dans un tiroir et on les recycle pas. Donc le verre là-dessus a certainement un très très bon exemple à donner aux autres matériaux et aux autres filières. Et il y a aussi du verre d'ailleurs dans les téléphones portables. Euh, alors sur cette question du verre, donc vous avez parlé de la mise en place de l'éco-organisme sur les emballages autour de la fin des années 80, début des années 90. À cette époque-là, où en était la filière du verre? Est-ce qu'elle avait aussi besoin de ce cadre réglementaire qui pousse en fait l'ensemble des acteurs à aller chercher, collecter, recycler le verre? Ou est-ce qu'il y avait déjà en place un système peut-être volontaire qui fonctionnait déjà? Oui, oui, le verre avait commencé dans les années 70 déjà. Le verre avait commencé avec la guerre du Kippour et la crise du pétrole, le quadruplement du prix du pétrole à ce moment-là. Et c'est une raison très simple, c'est que le calcin fond à une température moindre que quand vous allez chercher de la silice et des matières premières vierges. Et donc le verre avait tout de suite compris ça et mis en place un système, ils avaient appelé ça verre à venir, je crois, en liant la collecte du verre à une grande cause qui était la lutte contre le cancer. Et donc le verre n'avait pas réellement besoin, si je puis dire, d'une nouvelle réglementation. Simplement, tous les autres matériaux en avaient vraiment besoin. Et le verre a bien voulu accepter, je pourrais dire ça, de se mettre dans le système général, si vous voulez, qui était un système de coopération des producteurs, des metteurs sur le marché, comme on les appelait, avec les collectivités locales. Alors, je ne sais pas si le verre en était content ou pas, mais en tous les cas, le verre avait toujours des performances supérieures dès la mise en place de ce nouveau système de récupération des emballages. Le verre avait des performances meilleures que les autres matériaux. Alors c'est sans doute lié aux propriétés intrinsèques du matériau. Néanmoins, il faut quand même aller collecter ce verre et donc il faut mettre en place un système qui permette aux citoyens, aux consommateurs de faire ce geste de tri. Euh, Comment est-ce que vous percevez aujourd'hui ce geste de tri par rapport à ce que vous connaissiez il y a 20 à 30 ans? Alors, le geste de tri, c'est quand même
l'élément central, pour l'instant, et même compris par nos concitoyens comme tel, du civisme écologique, si vous voulez. C'est la chose, quand on demande aux Français qu'est-ce que vous pensez faire pour l'environnement, ils répondent presque toujours je vais trier mes déchets et je vais apporter le déchet dans la case appropriée, dans la benne, dans la poubelle appropriée. Bon, donc c'est quand même quelque chose auquel les gens pensent tout de suite. Et pour le verre, c'est presque évident, quoi. C'est parce que le verre est tellement, on a tellement de verre chez soi, quoi. Hein. Les Français quand même sont adeptes des bouteilles, si je puis dire. Bon, et donc ils ont ça dans leur tête. Alors évidemment, quand j'étais jeune, il y avait un énorme râtelier. Chaque maison avait son râtelier à verre et ensuite on allait rapporter ça chez l'épicier ou je ne sais. Et puis ça a été transformé. Maintenant, vous avez des bennes partout, très proches de chaque maison. Enfin, alors je ne sais pas. La situation est différente en ville. En ville, on est habitué à voir passer les grands camions qui vont chercher les bennes. Très impressionnant. Ça fait un bruit d'enfer d'ailleurs. Et puis ensuite, ça marche très bien. Bon, et le cycliste que je suis déteste voir des morceaux de verre sur les pistes cyclables, je peux vous le dire tout de suite. Donc, si vous voulez, c'est donc très important. Bon, et ça marche quand même, ça marche bien. Hein. Et c'est quand même 80%, d'après ce que je crois comprendre, c'est 80% de la collecte du verre, c'est de l'apport volontaire dans les bennes, quoi. Et est-ce que vous pensez que que les collectivités ont joué leur rôle pour mettre à disposition ces bennes? Est-ce que vous pensez qu'il y a néanmoins des complications pour les collectivités à mettre en place cette infrastructure dans de l'espace public? Mon Dieu, elles ont tellement à faire, les collectivités, avec les bornes de recharge des véhicules électriques et autres, la signalisation et tout ce que vous voulez. Mais pour l'instant, il me semble que ça fonctionne plutôt bien. C'est plus difficile à Saint-Malo ou c'est plus difficile dans des villes historiques où la place est très réduite. Hein. Donc là, il y a des systèmes un peu innovants ou un peu différents. Vous avez même, jusque maintenant, vous avez même des systèmes de récupération pneumatique, etc. Donc, bon, l'imagination technique ne cesse de progresser. Mais sinon, je pense que ça marche quand même plutôt bien. Il y a eu encore une discussion sur la consigne ou pas la consigne. Bon, il y a encore un certain nombre de discussions qui restent ouvertes parce qu'il reste toujours quelque chose comme 25% de verre qui est rétif, qu'on n'arrive pas à récupérer, donc il faut aller le chercher. Et puis de toute manière, comme le plastique nous pose de plus en plus de problèmes, le verre tend à reprendre des parts de marché qui sont donc très importantes. Et donc il faut accompagner ce mouvement-là. Mais dans l'ensemble, les collectivités ont bien fait leur travail avec une négociation toujours qui consiste à dire je vais payer moins, tu vas payer plus. On va demander à l'industrie de payer plus. L'industrie va dire ah non, c'est pas à moi de tout payer. C'est que vous n'aviez qu'à pas acheter. Et donc le consommateur a aussi sa responsabilité via la taxe sur l'enlèvement des ordures ménagères, etc. Donc il y a encore une discussion qui n'est jamais fermée, jamais finie. Et puis vous remarquerez en ce moment que les éco-organismes, comme vous les avez appelés, comme éco-emballage, maintenant c'est Citeo, eh ben, il a fallu attendre longtemps, mais maintenant vous avez une multiplication de ces éco-organismes, et donc sans doute il faut qu'elles apprennent, enfin il faut qu'ils apprennent à travailler ensemble, sans doute. Et là, on touche aussi à l'autre aspect de l'économie circulaire qui est est-ce qu'il y a des débouchés pour les matières qui sont collectées? Est-ce que dans la mise en place de éco-emballage à l'époque, vous aviez déjà ce regard sur les marchés qui pouvaient se développer autour du déchet, ou est-ce que c'était des discussions compliquées parce qu'on voit encore aujourd'hui dans certaines filières que c'est pas évident de mettre une demande à l'offre de la matière collectée? Oui, c'est vrai, et on se heurtait à la réglementation souvent. Hein. Mais dans l'ensemble, à l'époque, c'était encore tout à fait nouveau, donc il y avait encore de l'espace. Et il y avait encore des accords avec même d'autres pays qui étaient friands éventuellement d'une partie de la matière recyclée. Aujourd'hui, c'est plus compliqué pour certaines catégories de déchets, hein, les gravats et des choses de ce genre-là. Mais dans l'ensemble, la réglementation s'adapte et je pense que maintenant on arrive à une situation où la production, ça doit être la production du déchet. C'est-à-dire que ça s'appelle l'éco-conception, si vous voulez. De plus en plus maintenant, on sait que lorsqu'on produit quelque chose, on doit savoir quel sera le déchet.
et si ce déchet sera traité convenablement, et s'il sera ou pas nocif, s'il va contenir des produits chimiques dangereux ou inquiétants ou préoccupants, etc. Et c'est pas encore parfait. C'est pas encore parfait. Je dois vous dire que ça m'a intéressé d'aller voir les fiches professionnelles. Qu'est-ce qu'on demande à un ingénieur projet ou un ingénieur produit? Eh ben, écoutez, excusez-moi, mais souvent il n'y a pas marqué prévoir le déchet. Et donc ça, il y a encore des progrès à faire. Et sur le verre, par contre, on prévoit le déchet à partir du moment où on met du verre sur le marché? Alors le verre n'a pas trop de problème. Le verre n'a pas trop de... Son seul problème, c'est la couleur. Enfin, le verre, quand il est mélangé, toutes les bouteilles sont mélangées, on ne peut refaire que du verre de couleur. Donc nous avons encore peut-être peut-être que la filière a encore un problème. Enfin, elle sait le traiter, d'un peu ce que j'ai compris, mais elle a peut-être encore une difficulté. Il faut aussi prévoir des bouteilles transparentes. Et il y a sans doute de l'innovation dans ce secteur pour trier de plus en plus afin de trouver des filières de recyclage disponibles. C'est tout à fait étonnant, j'allais dire merveilleux, de voir quelques usines de tri, de voir les nouveaux procédés, les lasers. C'est vraiment tout à fait remarquable parce qu'on arrive à trier des tas de choses. Et sans doute on va faire encore des progrès. Mais quand même, il y a encore des composites et des choses de ce genre-là qui ne concernent pas la filière du verre, mais il y a encore des difficultés, si vous voulez. On demande aux ingénieurs de fournir des produits de grande résistance et je dois vous dire qu'ils ne s'occupent pas du tout de ce qui se passe après, quoi. Hein. On le voit pour les éoliennes, les grandes pales d'éoliennes, c'est du plastique composite, c'est très très solide. Bah justement, comme c'est très très solide, c'est difficile à recycler après, à transformer. Bon, il faut que tout le monde s'y mette. Hein. Cette économie circulaire, c'est tout à fait l'avenir quand même du monde. Bon, une fois qu'on aura mis ça en place, le seul problème, ça va être ensuite les transports, l'énergie, parce qu'évidemment, si vous faites du circulaire, vous êtes obligé de transporter les produits ou les déchets à un moment donné dans un autre endroit, vers une usine, et donc c'est tout ce qu'on appelle le cycle de vie qu'il faut considérer. Merci beaucoup, Monsieur Lalonde. Alors pour terminer, peut-être est-ce que vous auriez une recommandation ou un appel au public, vu qu'on est dans le cadre d'une série grand public Parlons Vert, afin de continuer à encourager l'ensemble de la population à faire ce geste de tri si important? Je m'adressais surtout aux parents, quoi, hein, que les parents expliquent à leurs enfants l'importance de ce geste. Je fais partie de la génération d'après-guerre où on nous disait d'éteindre la lumière en sortant systématiquement et on ne jetait rien. Et on gardait même les premiers sacs en plastique, pour vous dire. C'est quand même maintenant, ça fait rigolo d'entendre ça, parce qu'on se disait ça peut servir, ça peut servir. Eh ben, les parents doivent expliquer aux enfants l'importance de ce geste, l'importance de la relation à l'environnement. Ça veut dire trier, me rapporter à la benne la bouteille, respecter les animaux, enfin, etc. Tout ça, c'est très très important. Je pense que ça se fait de plus en plus, mais c'est vrai que la négligence, bon, il arrive qu'on soit négligent, et donc il faut toujours lutter contre cette tentation de la négligence. Monsieur Lalonde, un grand merci à vous d'avoir participé à ce petit entretien. Vraiment, je vous en remercie. C'était un grand honneur de parler avec vous. Merci beaucoup, merci à vous.